Cancer colorectal. Donc, comme tout cancer, on va commencer par l'épidémiologie. Il faut savoir que les cancers colorectaux, donc regroupés côlon et rectum, c'est le premier cancer digestif en Tunisie. Séparément, il y a l'estomac, on bat le côlon, on bat le rectum. Pour les cancers colorectaux, 2 tiers, donc 60% à peu près, c'est cancer du côlon et 1 tiers, cancer du rectum. On regroupe donc sous le terme cancer colorectaux parce que le cancer du côlon et rectum ont la même épidémiologie et ont presque donc les mêmes facteurs de risque, mais pas la même prise en charge. La prise en charge. Concernant l'incidence, donc il faut savoir que c'est un cancer qui se développe plus dans les pays développés. Et donc l'incidence est très élevée, par exemple en l'Amérique du Nord, les États-Unis, en l'Europe aussi, surtout dans les pays nordiques. Par contre, l'incidence elle est faible à intermédiaire, donc en l'Afrique du Nord, en l'Afrique elle est très faible, en Asie elle est très faible. En Tunisie, l'incidence elle est jugée intermédiaire, donc à peu près 40 cas par 100 000 habitants par an. L'âge, donc c'est tous les âges, mais surtout après 50 ans. Il faut savoir que les formes du sujet dans l'âge est inférieur à 50 ans, donc ça représente à peu près 6% donc des cancers colorectaux. Ce sont généralement des formes donc héréditaires et ce sont des formes de mauvais pronostic. Le sexe ratio à peu près donc 1,5. Donc les hommes actent les femmes. Donc les cancers du côlon, il faut savoir que 95% sont des cancers sporadiques. Par contre, 5% sont donc des cancers héréditaires. Attention, on va développer donc les formes héréditaires. Les facteurs de risque des cancers colorectaux. Les facteurs exogènes. Donc, les facteurs exogènes sont liés surtout à l'environnement. Donc, c'est une entité jadida, donc ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire l'influence de l'environnement sur le matériel génétique. L'environnement a un rôle dans la cancérogenèse. Les facteurs donc qui mettent l'excès de graisse, surtout la graisse animale, surtout la viande rouge, le tabac et l'alcool, surtout la bière, l'alcool donc la bière, l'obésité, la sédentarité, donc l'alcool sont les facteurs qui sont associés à un risque élevé donc, du cancer du côlon. Il y a des facteurs protecteurs, 3 facteurs à apprendre: l'activité physique, les fibres alimentaires, donc ont un rôle protecteur, et l'AINE, surtout l'aspirine. L'aspirine, donc, il y a plusieurs articles donc, qui montrent l'intérêt de l'aspirine pour la prévention du cancer du côlon. Mais c'est pas donc, il n'y a pas un consensus international. Mais l'aspirine, donc, c'est décrit qu'il a un rôle protecteur par différents mécanismes. Les états précancéreux, donc, les facteurs endogènes. Il faut savoir donc que les cancers colorectaux passent par une filiation, ce qu'on appelle donc la filiation adénome dysplasie donc puis cancer. À peu près 80% des cancers colorectaux se développent à partir donc d'un polype adénomateux. Donc le tissu normal donc au niveau du côlon c'est une muqueuse donc l'épithélium glandulaire donc du type liberconien. Au fur et à mesure, donc il va y avoir des anomalies génétiques. Suite à ces anomalies génétiques, donc la cellule, donc l'activité elle va y avoir donc des anomalies de l'architecture, des anomalies cellulaires et tissulaires. À un certain moment donné, donc la cellule va se transformer en une cellule tumorale. D'abord donc bénigne, donc l'adénome, puis maligne, l'adénocarcinome. Le risque de transformation en polype donc adénomateux est élevé, notamment en cas d'un polype de grande taille, supérieur à 1 cm ou 1,5 cm. Pour les adénomes de type villeux, un contingent villeux supérieur à 25%, et en fonction donc de la dysplasie. Si la dysplasie au niveau du polype est une dysplasie de haut grade, le risque de transformation maligne est très important. Donc, il y a les 3 facteurs qui influencent donc le risque de transformation d'un polype adénomateux à apprendre. Les formes héréditaires du cancer donc colorectaux. Il y a donc la polypose adénomateuse familiale, la PAF,
c'est donc la première forme héréditaire donc, du cancer colorectal qui a été identifiée en 1991. Donc ça représente à peu près 1% des cancers colorectaux. Cette maladie, donc la polypose adénomateuse familiale, elle est autosomique dominante à forte pénétrance. Dans cette maladie, donc, il y a un gène, ce qu'on appelle le gène APC au niveau du chromosome 5. Chez les sujets, il y a donc le PAF, qui sont atteints de la PAF, ils ont un allèle, seulement un allèle muté. Donc c'est une mutation qui est germinale, qui est héritée des PAF. C'est une maladie autosomique dominante. Donc il y aura la transmission selon le mode autosomique dominant. Et puis, donc, au fil donc, des années, le deuxième allèle donc, va être inactivé par une mutation somatique. Dans ce cas, donc, le gène, l'APC, c'est un gène suppresseur du tumeur, il sera donc inactivé. Donc, au total, pour inactiver le gène, qui est un gène suppresseur du tumeur, les deux allèles sont inactivés, مش allèle bark. في الباف donc فما allèle déjà inactivé من الاول mutation germinale وتزيد عليها donc بالenvironnement une mutation أخرى donc toi les mutations somatiques donc et ça inactive donc le gène اللي هو suppresseur du tumeur. Donc gène suppresseur du tumeur qui est inactivé, il y aura donc c'est en faveur donc de la cancérogénèse. L'expression phénotypique de cette maladie génétique donc à partir ça donc l'expression phénotypique donc de cette maladie génétique, ça consiste en l'apparition des polypes, plus que 100 généralement polypes au niveau du côlon, ce qu'on appelle la polypose, donc plusieurs polypes, des centaines de polypes au niveau du côlon vers l'âge donc de 20 à 25 ans en moyenne. S'il y a donc apparition des polypes, ça y est, les polypes on sait qu'ils vont donc inéluctablement dégénérer. Dans 100% des cas, ils vont dégénérer vers l'âge de 40 ans. Donc, il faut faire ce qu'on appelle la coloproctectomie prophylactique ou la préventive. Par contre, il faut savoir que les عندهم PAF, la mutation germinale, ils vont développer le cancer. À la خاطر مش الناس الكل باش تصير عندهم mutation somatique. Donc c'est pas tout le monde qui font le PAF. هذاك علاش مش من الاول واحد يبدا عنده ان بارون ولا عنده شكون عنده PAF في الفامي ديريكت من اللي هو صغير نعملوا له coloproctectomie prophylactique totale. Donc c'est pas 100%. On commence donc la surveillance. Puis lorsque donc on commence donc la surveillance par coloscopie. Puis s'il y a apparition des polypes, donc on sait que l'apparition des polypes c'est égal dégénérescence inéluctable. Donc on fait la coloproctectomie prophylactique. Il y a d'autres manifestations bien sûr associées, telles que les polypes surtout duodénaux, au niveau donc du duodénum, au niveau de l'ampoule de Vater, donc risque donc de dégénérescence Z ampulum vatérien dans ce cas. Il y a aussi les tumeurs desmoïdes qui sont donc associées avec la PAF. Les tumeurs desmoïdes donc ça peut donc comprimer, donc ça peut se manifester par des syndromes occlusifs, compression extrinsèque. Donc la surveillance, le PAF, donc coloscopie annuelle à partir de la puberté, jusqu'à l'âge donc jusqu'à l'apparition donc des polypes. L'apparition donc des polypes, on intervient. On fait une coloproctectomie prophylactique avant l'âge généralement de 40 ans, car il y a risque de dégénérescence inéluctable. Quand il n'y a pas d'apparition donc de polypes à 40 ans, ça y est, donc le sujet normalement il est épargné. Deuxième forme héréditaire, donc ce qu'on appelle le syndrome de Lynch, voilà le HMPCC, Human Non-Polyposis Cancer. Donc il faut savoir que la part donc de syndrome de Lynch c'est à peu près 3% des cancers colorectaux. Donc il y a une forme héréditaire, أكثر حتى من الباف. Mais علاش قلنا الباف لأني خاطر chronologiquement c'était la première maladie donc caractérisée. Le syndrome de Lynch HMPCC fait donc deux types. Il y a le syndrome de Lynch 1 ou le syndrome de Lynch 2. Le syndrome de Lynch 1 associé à donc cancer du colorectal à Kahao. Lynch 2 donc fait ce qu'on appelle association avec d'autres cancers du spectre, ce qu'on appelle le spectre HMPCC, notamment le cancer de l'endomètre, c'est l'association la plus fréquente, l'ovaire aussi, le grêle, l'usurtère, les reins.
pour faire le diagnostic donc, de syndrome de Lynch, il n'y a pas d'expression phénotypique. Mais ce qui m'a fait le PAF, il y a donc des polypes, donc plus que centaines de polypes, etc. Lynch, généralement, donc il n'y a pas de polypose. Donc, comment on fait le diagnostic donc, de syndrome de Lynch? Le diagnostic, puisqu'il n'y a pas d'expression phénotypique, il y a des critères. Il y a ce qu'on appelle les critères d'Amsterdam. Les critères d'Amsterdam, donc 3 critères, ce sont des critères qui sont très restrictifs. Donc, donc les critères محصورين برشا. avec علاش توا فما ce qu'on appelle d'autres critères qui sont plus larges, les critères de Bethesda. Ce ne sont pas des critères à prendre, mais globalement, وقتاش نخمو في syndrome de Lynch, وقت surtout يبدا فما un cancer avant l'âge donc de 50 ans. La femme a donc des antécédents de cancer chez des parents de premier degré, des cancers de spectre Lynch, donc cancer de l'endomètre par exemple chez la mère, cancer colon chez le père, des associations qui manquent le syndrome de Lynch. Il faut rappeler que le syndrome de Lynch donc c'est autosomique dominant Z. Donc les le syndrome de Lynch c'est autosomique dominant. Quelle est l'anomalie donc responsable? C'est une mutation dans les gènes du système de mismatch repère. Donc il y a donc un système, ce qu'on appelle le système MMR, qui est responsable donc de la réparation des anomalies au niveau donc de l'ADN lors de la réplication de l'ADN. Donc la réplication de l'ADN, donc synthèse d'un nouveau brin, généralement tire des anomalies, donc soit un oubli, soit donc des anomalies de délétion, etc. Enfin, donc des enzymes qui s'en chargent pour réparer. Donc au niveau du syndrome de Lynch, il y a donc défaillance de ce système. Qui fait donc le dépistage? Généralement, on fait une coloscopie tous les 2 ans à partir de l'âge de 25 ans. Donc, مش كيما في الPAF une coloscopie annuelle à partir de la puberté. Une coloscopie tous les 2 ans à partir donc de 25 ans, ou bien 5 ans avant le cas index, quand il y a un cas index donc diagnostiqué syndrome de Lynch, 5 ans avant donc la découverte du cancer. Et aussi, il ne faut pas oublier l'examen gynécologique, notamment une écho endo-vaginale à partir de 30 ans, tous les ans, chez les femmes bien sûr. Le traitement, il n'y a pas donc de chirurgie prophylactique systématique. Mais ce qui m'a fait le PAF, donc il y a apparition de polypes égale donc chirurgie prophylactique systématique. Mais là, il n'y a pas donc de chirurgie systématique. Troisième forme héréditaire, ce qu'on appelle PAF atténué. Donc, il y a PAF atténué, c'est plusieurs donc, maladies récemment découvertes. Ce qu'on appelle le syndrome de MAP, ou la polypose liée au gène donc MYH. Donc, c'est une PAF, ça simule une PAF. Il y a donc plusieurs polypes, mais généralement, nombre généralement 30. Et c'est une maladie qui est autosomique récessive. علاش هي تشبه للباف على خاطر حتى هي مش le primum movens مش كيما الباف, mais la résultante c'est كيف c'est une donc altération du gène APC, mais par le biais d'autres donc voies de mutation مش كيف يعني مش نفس الحكايه. هذوما donc les 3 formes héréditaires à apprendre. Il y a d'autres facteurs donc génétiques, les polyposes amartomateuses. Il y a le syndrome de Peutz-Jeghers, donc il y a donc pigmentation périorificielle, l'antigénose, donc avec un jet cas clinique, une pigmentation périorificielle donc autour de la bouche. Il y a peut-être syndrome de Peutz-Jeghers avec des polypes amartomateux. Donc juste il faut l'apprendre, il faut pas la comprendre. Et les polyposes, ce qu'on appelle les polyposes juvéniles. Donc les polyposes amartomateuses, ce ne sont pas des polypes adénomateux, c'est amartomateux, مش كيف كيف donc. Les Mickey. Donc il faut savoir que les Mickey, c'est des maladies à risque donc de cancer colorectal. Donc surtout le RCH, أكثر واحدة donc prouvé, c'est la rectocolite hémorragique, أكثر من الكرون. Donc les facteurs qui augmentent le risque donc d'apparition de cancer, surtout après 20 ans d'évolution. L'étendue, donc si c'est une pancolite, surtout le RCH, donc c'est plus à risque d'apparition de cancer. Et le début à un âge précoce. Donc 3 facteurs qui augmentent le risque d'apparition de cancer. Donc en ce qui concerne le dépistage du cancer colorectal, donc c'est un objectif très important. Il y a 3 catégories de risques. Il y a les sujets à risque moyen, les sujets à risque élevé et les sujets à risque très élevé. Donc, il faut connaître chaque donc, catégorie ou sinon on a chaque catégorie. Pour les sujets à risque moyen,
علاش risque moyen خاطر عندهم donc 3,5% de développement de cancer. C'est généralement les sujets أكبر من 50 ans sans facteur de prédisposition. Pour ces sujets, donc les d'autres facteurs de prédisposition, les formes héréditaires surtout. Donc, ce qui est recommandé, test hémoculte tous les 2 ans. À la recherche, bien sûr, d'enseignement. Test hémoculte tous les 2 ans. Si positif, on complète par une coloscopie. Remarque, le test hémoculte n'est pas indiqué en cas de symptômes. On fait dépistage. Dépistage, par définition, c'est donc à un stade asymptomatique. Donc, lorsqu'il y a des symptômes, d'emblée, on a une coloscopie. La catégorie de risque moyen fait presque 80% donc découverte de cancer colorectal. 80%. Deuxième catégorie, risque élevé. Donc, c'est 6 à 10% donc, de risque de développement d'un cancer colorectal. شنو fait les antécédents, il y a des antécédents familiaux de cancer colorectal. La bête de ma donc donc colo 5 ans à partir donc du cas index, soit la colo tous les 5 ans à partir de l'âge de 45 ans. Pour les sujets traités pour cancer colorectal ou polype, donc antécédents personnels de cancer colorectal ou polype. Colo après 3 ans, puis si normal, répétez la colo tous les 5 ans. Tant fois fait surveillance après le traitement de cancer. Troisième type de patient, c'est les patients suivis pour Mickey. Après 20 ans d'évolution, ou après 10 ans, si pancolite. Maintenant, la pancolite, ça accélère la cancérogénèse. Les sujets de donc une coloscopie tous les ans. Il y a la acromégalie. Donc l'acromégalie, c'est décrit à risque élevé de cancer colorectal. La catégorie D a donc 15% des cancers colorectaux. Troisième catégorie, c'est les gens à risque très élevé donc de cancer colorectal, actuellement 80%. C'est les gens qui ont des antécédents familiaux de PAF, polypose adénomateuse familiale. Donc c'est donc dans la famille de PAF. Qui m'a dit donc une coloscopie annuelle à partir de l'âge de puberté, généralement à partir de l'âge de 10 ans. Et lorsque on trouve donc des polypes qui sont incontrôlables, plusieurs polypes, donc il y a l'expression phénotypique de la maladie. Il faut faire la coloproctectomie préventive avant l'âge de 40 ans. Il y a la dégénérescence, elle est inéluctable quand une femme apparition de polypes. Remarque donc ce qu'on y a colectomie ou ما يعملش donc proctectomie qui ما يلقاش des polypes au niveau du rectum. Mais attention, après la colectomie, il faut surveiller le rectum. تبقى تعمل في rectosigmoïdoscopie tous les ans. وحتى كان عملت coloproctectomie totale تبقى tu surveilles زاد على خاطر فما risque donc d'apparition de cancer على le réservoir iliaque. Pour donc le syndrome de Lynch, HMPCC, c'est un risque très élevé. Donc, qui fait dépistage, une coloscopie tous les 2 ans à partir de 25 ans. Bien sûr, avec l'examen gynécologique, avec associé. Il n'y a pas de chirurgie prophylactique. Donc, dans ce cas, on va dépister le cancer à un stade précoce. On va intervenir. Donc, c'est une chirurgie prophylactique. C'est une chirurgie curative. Mais ce qui m'a fait le polypose, c'est une chirurgie prophylactique au stade d'adénome, avant donc le cancer. Il y a aussi le PAF atténué, donc le polypose syndrome de MAP, aussi la polypose juvénile. Donc, comment il faut faire, mais il ne faut pas oublier, surtout conseil donc oncogénétique. Adresser le patient à un oncogénétique, consultation d'oncogénétique, Z au dépistage chez la famille. Aussi, donc, lorsqu'on fait une coloscopie, on peut s'aider donc de ce qu'on appelle la chromo-endoscopie, surtout le syndrome de Lynch. À la syndrome de Lynch, donc, il n'y a pas de polype. Donc, on s'aide de la chromo-endoscopie pour donc, identifier les anomalies. On va s'intéresser donc surtout le cancer du côlon. Au niveau donc de l'anapathe, la topographie, par ordre donc, décroissant, le cancer sigmoïde ou donc la localisation
la plus fréquente, c'est le sigmoïde, avec 50%. On bat le séquent et puis le côlon ascendant. La localisation au niveau du transverse, c'est une localisation qui est rare. Macroscopiquement, donc, la forme ulcéro-bourgeonnante, c'est la forme donc la plus fréquente. Selon les sièges, donc, la forme bourgeonnante, surtout au niveau du côlon droit, et il y a la forme infiltrante, l'aspect envirol, surtout au niveau du sigmoïde. Microscopiquement, donc, il s'agit d'un adénocarcinome, dans 94% des cas. Donc, la majorité des cas, il s'agit d'un adénocarcinome liberconien. Parfois, donc, dans 17% des cas, adénocarcinome colloïde. Voilà, ça s'appelle des colloïdes mucineux. Donc, défini par la présence d'une plage de mucus au niveau de la tumeur. Et la forme, c'est un pronostic qui est un peu sombre par rapport aux formes habituelles. Il y a les formes, donc l'adénocarcinome avec un contingent des cellules en bagage à temps. 4% des cas. C'est des formes très graves. Dans ce cas, il faut rechercher systématiquement par une fibroscopie œsogastro-duodénale un cancer de l'estomac à cellules en bagage à temps associé. Le degré de différenciation. Donc, il y a ce qu'on appelle donc les cancers bien différenciés, moyennement différenciés, peu différenciés. Il y a donc d'autres types à part donc l'adénocarcinome, le tumeur carcinoïde, surtout au niveau de l'appendice, les lymphomes, les sarcomes, c'est des formes qui sont rares. Donc les questions les plus importantes c'est savoir reconnaître les facteurs de mauvais pronostic. Donc, il le cas clinique donc il faut détecter donc les facteurs de mauvais pronostic. Il y a les emboles métastatiques, lymphatiques ou vasculaires. Donc, j'ai la présence d'emboles vasculaires. Ces formes, donc, c'est un facteur de mauvais pronostic. Voilà, un embole lymphatique. Un engaînement périnerveux, c'est un facteur de mauvais pronostic. Des anomalies cytologiques, donc, telles que l'aneuploïdie, c'est de mauvais pronostic. Par contre, la présence, par exemple, d'un stroma riche en lymphocytes, c'est un facteur donc de bon pronostic. Donc les lymphocytes, la présence des lymphocytes au niveau de la tumeur, c'est un facteur donc de bon pronostic. Les modes d'extension. L'extension donc loco-régionale suit trois sens. En profondeur. Donc l'infiltration pariétale, déjà c'est un élément pronostic essentiel. Donc dans la classification TNM. Circonférentielle, donc la lésion tend à devenir circonférentielle, surtout au niveau du côlon gauche. Donc ça va sténoser. Longitudinal, moins d'intérêt, surtout pour le cancer du rectum, l'extension longitudinale. Mais au niveau du côlon, ça n'a pas d'importance. L'extension lymphatique, l'extension en profondeur, elle est corrélée au risque d'envahissement ganglionnaire. À partir donc, lorsque donc, le cancer dépasse la musculaire muqueuse, donc il atteint le sous-muqueuse, le risque d'envahissement ganglionnaire donc devient non nul au niveau de la muqueuse. Donc même si le cancer il envahit donc le chorion ou donc le chorion des vaisseaux, mais les vaisseaux sont petits, donc les cellules ne يتعداوش. Avec pas de risque donc d'extension ganglionnaire. Mais à partir de la sous-muqueuse, le risque devient non nul. Et c'est une extension de proche en proche, sans saut de relais, mais qui va le cancer de l'œsophage. Donc, il faut donc au moins 12 ganglions pour savoir analyser le statut ganglionnaire. Dans la classification TNM. L'extension par voie hématogène, c'est-à-dire par le sang, au niveau des veines. Donc, surtout, donc, métastase, c'est les métastases hépatiques. Donc, presque 50% donc, des cancers du côlon auront donc des métastases hépatiques, soit asynchrone, c'est-à-dire en même temps que la découverte de la tumeur, donc du primitif, soit métachrone, c'est-à-dire après donc découverte et après traitement du cancer digestif, il y aura une apparition donc de métastases hépatiques. Dans un tiers des cas, les métastases sont là au moment de diagnostic. Donc un tiers des cas, métastases synchrones. Puis pulmonaires, puis donc les métastases péritonéales, puis osseuses. Donc sont plus rares par rapport aux métastases hépatiques. Donc
les cancers, les cancers colorectaux, يعملوا برشا des métastases hépatiques, donc ils montent surtout les métastases hépatiques. Mais ce qui m'a fait cancer de l'estomac font plus de carcinose, ils montent le carcinose péritonéal. La classification donc TNM, T bien sûr il faut la prendre, la classification TNM. T c'est l'extension en profondeur. TIS donc carcinome in situ au niveau de la muqueuse. T1 à partir donc c'est un cancer qui a envahi la sous-muqueuse. T2 la musculeuse. T3 la sous-séreuse. T4A le péritoine viscéral. T4B organe de voisinage. L'extension ganglionnaire tawa N. Donc N1 c'est 1 ou 2 ou 3 ganglions régionaux. N2 donc supérieur à 4 ganglions, supérieur ou égal à 4 ganglions. Bien sûr, femme a des sous-classes, donc N1A ou N1B, il faut vous aider à les apprendre. Les métastases, il faut savoir, donc une métastase à distance, donc surtout le ganglion de 3E, il est assimilé à une métastase, M1. Les circonstances de découverte, donc 70% des cancers du côlon se révèlent par des symptômes. Donc sont symptomatiques, 70% des cas. Les symptômes, il y a les troubles du transit d'apparition récente. Généralement, c'est les plus fréquents. C'est un trouble de transit à type soit de diarrhée, de constipation, mais le plus caractéristique, c'est l'alternance constipation-diarrhée. Chez un sujet, il y a un transit normal, donc n'est pas connu une colopathie ou un trouble fonctionnel intestinal. وإلا كان عنده un trouble fonctionnel intestinal, c'est un changement donc de l'évolution au niveau de la maladie. Donc c'est une modification récente du transit intestinal chez un sujet de la cinquantaine et ça doit conduire à l'exploration du côlon. Et donc c'est un dogme. D'autres symptômes, il y a donc la rectorragie ou la mélina, donc l'hémorragie digestive, c'est du sang donc qui est rouge, parfois noirâtre, qui est peu abondant, donc c'est un saignement chronique, spoliation sanguine, ce qu'on appelle. Peut accompagner ou non l'essai, donc capricieux. Et généralement, ça peut donc donner une anémie fériprée. Donc, à plusieurs reprises, on découvre donc un cancer chez un homme qui consulte donc pour un syndrome anémique avec une anémie microcytaire. On fait donc le bilan étiologique, une coloscopie avec fibroscopie, on trouve un cancer du côlon par exemple. Douleurs abdominales d'apparition récente, c'est des douleurs qui sont vagues, qui sont mal localisées, donc le cadre colique le col, donc pas de valeur localisatrice. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de conique, c'est des coliques intermittentes avec ballonnement abdominal qui cède par l'émission des gaz et des sels dans une débâcle diarrhéique. C'est caractéristique surtout un cancer qui envahit la valvule iliocécale. Donc le syndrome de conique, c'est un syndrome subocclusif. Les signes généraux, donc l'altération de l'état général, la fièvre elle est rare, surtout donc ça évoque une forme compliquée, il y a donc la forme infectée. On peut aussi donc découvrir le cancer du côlon à l'occasion d'une complication. Donc les complications, surtout l'occlusion intestinale. Aussi la perforation, l'hémorragie, donc on a déjà dit, et l'infection, donc une tumeur qui est infectée. Ouais, la découverte donc à l'occasion donc des métastases hépatiques, donc on découvre le primitif, un cancer du côlon. Les formes topographiques, la forme la plus fréquente, c'est le siège au niveau du sigmoïde. Donc c'est plus que 50% des. Cette forme donc se caractérise par risque élevé donc d'occlusion intestinale aiguë. Allez, le côlon sigmoïde, d'abord la lumière elle est plus étroite.